Bonsoir les amis, merci d'être avec nous ce soir pour déjà la 5e émission de Rêve de Jeu. Nous accueillons ce soir à Marseille, dans la chaleur d'une nouvelle municipalité, comme à plusieurs autres endroits en France, toute une ambiance particulière ce soir. Merci d'être avec nous et de passer votre soirée en compagnie des créateurs d'Hémisphère. Hémisphère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un JDR dont le crowdfunding s'est passé là, au printemps, et a été un succès. Et pour parler d'Hémisphère, évidemment, nous avons son auteur, illustrateur, et un autre contributeur, un autre illustrateur avec nous ce soir. Ils sont nos invités. Je vous demande d'accueillir Olivier et Christophe, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Bonsoir les amis, merci beaucoup. Alors, évidemment, la tendance est à la nouveauté dans ce pays, là, depuis ce week-end, et depuis le week-end d'avant, pour certains autres qui ont eu plus de chance que nous à Marseille au niveau de la décision définitive, voilà, des élections municipales. On est dans un contexte de renouveau, dans cela, et il y a quelque chose de nouveau assez souvent dans nos univers ludiques, et la nouveauté du printemps à mes yeux, c'est Hémisphère. Du coup, j'avais envie de vous avoir pour en parler. Bienvenue. Merci. Voilà. Avec vous et avec moi, nous allons avoir deux chroniqueurs dont vous avez déjà eu les bouilles dans l'émission, les amis. Alors, nous avons ce soir deux chevronnés du jeu de rôle. L'un des deux un peu plus du jeu de rôle sur table, l'autre d'un peu plus du jeu de rôle grandeur nature. Mais nous avons deux créateurs et créatrices, et notamment maîtres de jeu. Et je vous demande d'accueillir donc Wari et Émilie. Bonsoir les amis. Salut. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Salut tout le monde. Donc, on se retrouve ce soir avec notre sponsor Avermedia, sans qui cette émission n'existerait pas, pour discuter d'Hémisphère. Alors bon, le cadre de l'émission est connu, nos habitués l'aiment bien, donc on va commencer par ça les amis, vous le savez. S'il vous plaît, chers auteurs et illustrateurs invités, mais dites-nous, pour vous, le JDR, comment ça a commencé? Olivier? Je commence. Moi j'ai commencé. Alors, la première partie de jeu de rôle que j'ai faite, je ne me rappelle pas l'âge que j'avais, j'étais petit, c'était avec mes cousins, c'était du simulacre de monsieur Pierre Rosenthal. Ouais. Donc j'avais pas poursuivi plus que ça. Moi, il m'a filé le Casus Belli, je ne sais pas si vous voyez lequel. Avec tous les personnages. Ah oui. La suite des autres, là. Jaune. Voilà. On est quelques-uns à l'avoir. On est quelques-uns à l'avoir celui-là. Voilà, je l'ai plus, je sais pas où il est passé. Bon, c'est une pièce de collection, mais moi j'aurais dû le garder, mais bon. Et puis après, sinon, en fait, j'ai commencé avec ADD 2e édition. J'ai acheté, j'ai masterisé directement à 12 ans. J'avais 12 ans. Ensuite, pendant l'adolescence, j'ai fait jouer ça déjà. Ça nous a pas mal occupé. Hein. Les premiers, je les ai bouffés en 2 jours, quoi. Enfin, le guide du maître et le manuel du joueur. Et après, pendant l'adolescence, on a joué à ça. On a joué à... Qu'est-ce qu'on a joué? On a joué à Rollmaster, que des jeux très light et narratifs. Avec des systèmes de règles très légers. Voilà, GURPS, JRTM, un peu de Shadowrun, un peu de Cyberpunk. J'avais fait à l'époque, quand j'avais 17-18 ans, j'avais fait un jeu de rôle Cyberpunk. C'était mon premier jeu que j'avais fait. Il était tout buggé, ça marchait pas, mais c'est pas grave. Enfin, je m'étais assez vite aperçu que ça avait des soucis. Mais bon. Et du coup, voilà, j'ai un peu joué comme ça. Puis après, à la vingtaine, j'ai arrêté. La vie, le travail, enfin bon, bref, voilà quoi. Et pendant 10 ou 15 ans, je ne vais pas compter exactement, on va dire entre 10 et 15 ans, j'ai plus joué du tout.
ni lu, ni rien, quoi. Et en fait, du coup, après plusieurs projets qui ont pas fonctionné pour des raisons diverses, genre, l'équipe qui se disloque ou j'ai cherché quelque chose que je pouvais faire tout seul. Et comme je commençais un petit peu à me dépatouiller en illustration, c'était pas encore ça, mais bon, je pouvais déjà bricoler, quoi, qu'en informatique en général, donc j'avais mon père qui a beaucoup travaillé dans la pré-presse, donc tout ce qui est, j'ai nagé dans le Photoshop, le Express pour ceux qui connaissent à l'époque. Quark. Voilà, donc du coup, j'étais à l'aise avec l'informatique en général, mais avec ce genre de choses, quoi. Du coup, je pouvais faire la mise en page, faire un peu tout, quoi. Et j'avais un petit peu essayé aussi d'écrire des romans. J'ai jamais passé plus de quelques chapitres, mais voilà. Donc du coup, voilà, j'étais un peu multi casquette d'accord. et bon, je cherchais quelque chose à faire que je pouvais faire tout seul, donc sans besoin de quelqu'un qui, au bout de 6 mois, allait me dire ah non, mais finalement j'ai trouvé un boulot et je peux plus. Ce qui est le lot de beaucoup de projets amateurs, faut avouer. Et du coup, j'ai recommencé à jouer en testant ce jeu que je faisais, en fait. Voilà. D'accord. Et depuis, ça fait, je sais pas, 7 ans, je crois. J'ai pas compté. Il me semble, j'ai un peu fait mes devoirs, il me semble qu'en Ouais. 2018, pendant ton interview, sur Alors oui, sur je me suis gouré RPGS, des fois sur les dates. Alors, tu as dit à ce moment-là que ça faisait déjà 6 ans. voilà, Donc, mais je pense que je m'étais gouré, en fait. d'accord. Je me gourre tout le temps sur le nombre d'années parce que j'ai pas compté et je sais que ça fait longtemps et du Ça coup, fait longtemps, d'accord. voilà, Ça fait ça, au moins ça. Voilà. Et au début, je crois que quand on va dire, tu testais ton monde, tu utilisais le système, tu utilisais le fudge, je crois. C'est Au ça tout début, c'est ça, ouais. Ouais. J'ai commencé par créer un univers, en fait, qui était un espèce de conglomérat d'un peu tout ce que j'avais fait avant, de projets de BD, de Jeux mondes divers, vidéo. variés, bon, voilà, exactement. Et ça, j'ai commencé par là. Ce qui m'intéressait plus à l'origine, c'était ça. Et du coup, j'étais parti sur un système générique et en farfouillant, j'étais tombé sur Fudge, alors qui n'est pas exactement un système de jeu, hein. C'est un méta-système de jeu. Voilà. C'est-à-dire que c'est un système pour créer son système de jeu avec une mécanique de base, avec les D-Fudge, que les D-Fate ont renommé, mais c'est les D-Fudge normalement. C'est les D-Fudge, tout à fait. Les fameux dés avec les plus, les moins, tout ça. Et après, en fait, comme j'ai l'âme d'un bricoleur, en termes de système de jeu, j'entends, pas en vrai, pas trop, j'ai tellement touché à tout que ça ressemble plus tellement à Fudge, en fait, voire quasiment pas. Ah, le seul truc qui reste, c'est les modificateurs. Là, tu es sur un système de D6, donc standard. Donc c'est vrai que déjà, on est un peu loin du Fudge, du D-Fudge. Oui. Je vais t'arrêter, mon vieux copain, parce qu'en fait, oui. Oui, c'est pas le sujet. Voilà. Non, mais si, mais après, en fait, juste après. Voilà. D'abord, il faut qu'on écoute Christophe Lunart. Et toi, du coup, le JDR, ça a commencé comment? Alors, bon, comment dire? Je vais essayer de résumer, mais c'est vrai que c'est lié à mon travail d'illustration. J'ai commencé très tôt, j'ai commencé vers 11 ans. J'ai eu la chance de jouer mes premières parties avec une personne qui avait créé son jeu. Et c'était pas au point, c'était bancal, mais j'avais 11 ans, je me rendais pas compte. Ceci dit, je m'amusais comme un fou et j'ai vécu une sorte d'épiphanie à ce moment-là, une sorte d'amour profond pour ce loisir. Autant j'ai acheté les premiers livres de jeu, donc c'était GRTM, Ars Magica. J'étais un peu largué à 11 ans pour essayer d'arriver à maîtriser ces jeux-là pour les copains. Autant j'étais fasciné de voir que dans un seul livre, il pouvait y avoir un univers complet, un système de règles avec une logique arithmétique, enfin mathématique, de probabilité assez pointue, des descriptions qui sont pour le coup plus artistiques et des illustrations qui sont porteuses d'imagination. Donc moi, je tombais un peu amoureux des illustrations. J'en ai toujours fait un peu du dessin, je dirais, depuis cette époque. Mais la première chose que j'ai commencé à créer, c'était un jeu de rôle. Avant de faire... j'avais 11 ans, et ça faisait 6 mois que je faisais du jeu de rôle, et on m'avait initié avec un jeu de rôle fait maison. Alors, je me suis dit que c'est possible. Alors, pourquoi pas? D'accord. Et donc voilà, j'ai arrêté d'en créer. J'en intéressant. crée régulièrement. Alors, je ne vous cache pas que
tout ce que j'ai fait avant mes 22 ans, je vous les montrerai pas parce que c'est vraiment trop horrible. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je commence à avoir des trucs qui sont bien structurés. Ça va faire presque 30 ans que je joue, que je maîtrise. Donc voilà, je continue à travailler dans le domaine en plus, puisque je suis devenu illustrateur dans le monde du jeu de rôle. Et en grande partie, c'était un peu un rêve d'enfant de se dire, voilà, je vais pouvoir créer un univers de toutes pièces, participer aux images qui vont aider les gens à s'immerger dans l'univers, à vivre cette aventure. Ça, c'est assez grandiose, quoi. Voilà. Et un petit peu comme Olivier, moi j'adore bricoler les systèmes de jeu. Je ne suis pas du tout bricoleur dans la vraie vie, mais la conception système de jeu, c'est un peu autre chose. Le game design, quoi, si on peut dire. Et ça fait partie de mes petites marottes. Donc à chaque fois que j'ai un nouveau jeu qui me tombe entre les mains, première chose que je fais, c'est que je lis le système pour voir s'il y a des nouvelles idées qui me plaisent. Et puis ensuite, je lis l'univers. Je fais dans cet ordre, ce qui est un peu bizarre. Ouais, mais bon. Non, Je suis pareil, c'est le truc que je lis en premier, c'est les règles. Ah bon, t'es comme moi alors. Ok, comme quoi. Parce que c'est une source d'inspi. Et L'univers, puis, c'est long à lire. Les règles, très final, vite, tu peux faire tac, tac, tac. Ouais, Bon, bref. ça. Au final, c'est vrai que mon parcours artistique, j'ai commencé à faire du Photoshop, j'avais 14 ans. Et donc, c'est mon jeu vidéo préféré. Jamais intéressant de le dire comme ça. C'est intéressant de le dire comme ça. Non, c'est vraiment mon jeu vidéo préféré parce que quand je sais pas quoi faire ou quoi, je lance Photoshop et puis je dessine. Je suis plus à fond là-dedans qu'au final dans beaucoup d'autres trucs. Donc, voilà, je vais plus m'investir, quoi. Et j'ai tout fait pour que mon niveau en dessin devienne rapidement suffisamment compétitif pour être intéressant, pour être intégré dans des publications. Voilà, ça va faire je sais pas, 12 ans que je fais de l'illustration en tant que freelance, mais avant ça, j'étais dans le jeu vidéo, donc ça n'avait un peu rien à voir. Enfin voilà, voilà pour l'origine. Et puis les premiers jeux auxquels j'ai joué, comme je vous dis, c'était un jeu amateur, mais après, j'avais des copains qui me faisaient jouer à Cthulhu, RuneQuest, Ars Magica et GRTM, j'ai abandonné très vite parce que c'était très difficile à maîtriser pour un premier jeu, mais je suis tombé sur Simulacre. Et Simulacre, des règles qui tenaient en 4 pages, ça a été le premier jeu que j'ai maîtrisé et j'avais 11 ans. Et ça a bien marché. On a perdu Émilie, elle doit avoir un problème de connexion. Ouais, elle va revenir. Là, mais du coup, en fait, c'est une histoire qui sent bon les années 80, en fait, que vous nous racontez. Alors 90, mais oui. Allez. Voilà. Moi, 91. Grosse maille, voilà. Fin des années 80. Fin 80, voilà. Fin 80, voilà, d'accord. Ouais, donc on a en fait, on a à peu près la même, en fait, au niveau découverte, premier jeu, tout ça, c'est à peu près, c'est assez similaire. Voilà, à l'époque, les deux loupards là sur le côté gauche de l'écran là traînaient dans une boutique à Marseille qui s'appelait le Crazy Orc Saloon et on tenait des tables on tenait des tables dans la pièce d'à côté. Voilà, donc d'accord, ok. Donc vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit et vous avez vous avez très très rapidement en fait fait des choses bien à vous en fait. Ah oui. Oui, moi, pour le coup, j'ai jamais arrêté. Après, ouais. C'est pas pour Olivier, mais le truc, c'est que j'ai pas finalisé grand-chose. C'est-à-dire que vous avez tous les deux des boulots par ailleurs. C'est-à-dire que, oui. Voilà, quand même. Donc et après, il y a un moment, on est tous bien placés pour savoir que faire plusieurs choses à la fois, ça coule pas de source. Voilà, c'est pas facile. Voilà. Donc, écoutez les amis, voilà, encore les années 80, quoi. On n'en sort pas. On n'a jamais rien fait de mieux. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Stranger Things. Alors, Vampire en 1991 quand même. Vampire la Mascarade 1991. Oui. Voilà, donc voilà, on verra. On en reparlera. Puis en fait, mes gros coups de cœur personnels, ils datent des années 90 en fait. Du coup, il y a quand même. Mais les années 80, c'était le moment où ça explosait et le moment où tout le monde partait dans plein de directions différentes. Et c'est le moment aussi où l'offre s'est bien diversifiée d'ailleurs.
Voilà. Eh bien, écoutez les amis, voilà, donc on a entendu vos commencements, et puis maintenant, si on parlait de votre actualité, qu'est-ce que vous en pensez? Hémisphère. Je vais te rendre la main, du coup, au moment, parce que bon, tu étais bien lancé tout à l'heure, donc vas-y. Ah oui. Super. Moi déjà, je suis ravi de pouvoir rencontrer Olivier Anicio, Christophe Lunart. Enfin, c'est vraiment très très sympa de pouvoir rencontrer des gens qui ont consacré autant de temps à la création. Parce que comme on dit, la critique est facile, mais l'art, lui, l'est beaucoup moins. Donc de voir des gens qui ont pu finaliser comme ça des projets dont on sait qu'ils sont longs, coûteux en énergie, en patience, en persévérance, rien que ça force le respect. Donc au-delà de ça, moi je me suis intéressé un petit peu à l'hémisphère, j'ai récupéré le kit de découverte et j'ai pris mon petit vaisseau là, j'ai quitté la Voie lactée et j'ai aperçu cette superbe planète qui est Hémisphère avec sa bande centrale équatoriale peuplée de ces créatures monstrueuses qui dévorent tout, qui dévorent absolument tout, hein. Alors moi ça je les adore, les Draxims, qui séparent en fait justement la planète en deux parties et qui en font donc un endroit extrêmement atypique. Alors moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai détaillé le kit. Il y a plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux. Alors, la première chose, c'est déjà, on a un kit qui est super bien fait, ça c'est le premier plan. On sent qu'il y a quand même une belle influence de GURPS, et notamment GURPS 4e édition. Vous me direz si je me trompe. Oui, parce que ouais, moi je trouve qu'au niveau de la maquette, il y a, et d'ailleurs, je crois que tu le cites dans tes influences, il y a GURPS. Et on le retrouve un petit peu aussi dans le système de règles, avec des sortes d'avantages. Enfin, je trouve qu'il y a une belle, une belle maquette déjà qui donne très envie ne serait-ce que de le feuilleter, de regarder. Les illustrations sont juste superbes. Et au-delà de ça, en fait, j'ai regardé un petit peu la proportion parce que je trouve que c'est toujours très très révélateur. Et ça va être ma première question en fait. La proportion, oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, sur les à peu près, allez, pas loin d'une 60aine de pages que fait le kit. Un peu plus, oui. Ouais, un petit peu plus. Ouais, hein. Oui, 66 pages précisément. Sur les 66 pages, il y en a à peu près une trentaine qui sont réservées au système. Alors, je rappelle quand même que c'est un kit de découverte, donc forcément, il n'y a pas tout. Le but, c'est de révéler, mais sans tout dévoiler, bien entendu. C'est tout à fait normal que plein de choses ne soient pas explicitées. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même à peu près une moitié du kit qui est consacré aux règles. Il y a à peu près 11 pages qui sont réservées au background de l'hémisphère de la planète à proprement dite, et environ 6 pages de scénario. Donc je me posais la question de savoir si effectivement les règles t'avaient pris plus de temps de conception, si tu y avais accordé plus d'intérêt et de temps que finalement le background du monde. Alors en fait, déjà, il faut que j'explicite l'objectif du kit. Le truc, c'est que c'est un jeu à univers, mais c'est un jeu univers où l'essentiel est à découvrir. Donc je peux pas me permettre de tout déballer, d'en déballer beaucoup, parce que sinon ça enlève les principaux intérêts, parce qu'il y a absolument, quasiment rien de connu. Si je commence à tout raconter dans le kit, bien sûr, c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, le truc, c'est que les règles, sous un apparent classicisme, puisque apparemment c'est l'effet que ça t'a fait, le sont pas. Ah non, j'ai pas parlé des règles encore, hein, je parle juste des proportions. Ouais, non, mais comme tu as dit GURPS, tout ça, bon, donc il y a 2d6, tout ça, donc on pourrait imaginer que c'était bateau, quoi. Ah non, je pensais pas du tout à ça. Non, je t'assure. Vraiment, je parle de la mise en page. Hein. La mise en page me fait vraiment... Parce que j'ai passé du temps, il n'y a pas longtemps, sur la 4e édition de GURPS. Hein, et voilà, tu verras le côté coloré des différents blocs, etc. Je trouve... Voilà. Bah ouais, vas-y, continue. Continue, je t'en prie. Et du coup, la proportion, donc malgré tout, dans un kit effectivement de 66 pages, 30 pages de règles, c'est beaucoup. Souvent, c'est un peu moins, il y a un peu plus d'univers, un peu plus de scénar.
Ouais. Il y a un peu moins de règles. Le problème, c'est qu'en fait, alors il y a quelques trucs qui sont pas dans les règles là, qui sont dans les règles complètes, hein, mais Complète, en oui. gros, il est quasi complet en fait. Et parce que en fait, comment dire, il y a une espèce d'effet de tout qui fait que si on enlève un bout, la saveur va être trop différente et du coup l'expérience de jeu va pas être celle qu'on retrouvera dans le jeu. Donc un côté un petit peu, il y aurait un côté entre guillemets pas mensonge, mais c'est pas ce que après on retrouve quoi. Et du coup, ça a été très difficile de faire le tri. Hein, vous vous en doutez, Ouais. c'est souvent compliqué. Ouais, d'où ma question, c'est pour ça. Voilà. Et en plus, comme il y a un double système, parce qu'il y a les actions d'un côté et la mémoire de l'autre. Les mémoires, oui. Du coup, il faut l'expliquer. Donc, et comme il y a pas mal de notions qui, malgré tout, sont pas habituelles, il y a une partie qui est relativement habituelle, mais il y a quand même une certaine mécanique qui est pas habituelle. Du coup, je suis obligé de l'expliquer. Je peux pas dire bon vous faites ça, vous réussissez, hop, voilà. Donc du coup, ça prend de la place, quoi. Voilà. Donc d'où une répartition effectivement où les règles prennent pas mal de place dans le kit. Donc l'idée dans le kit, au-delà de l'univers, parce que je peux pas trop en dire sur l'univers, c'est expérimenter le système. Voilà. Mmh, mmh. Voilà. Ok. Est-ce que le choix que tu as fait, que vous avez fait, d'appeler le MJ en fait le maître de la narration, le MN, Ouais. est-ce que du coup ça estampille Hémisphère comme un jeu à narration partagée en fin de compte? Forcément. Oui et non. Et Alors, voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant les règles. Oui et non, en fait. Est-ce que tu peux nous alors expliquer ça? c'est pas de la narration partagée au sens où on l'entend habituellement. C'est-à-dire, enfin, comment dire? C'est dosé. Effectivement, il y a des règles qui gèrent qu'est-ce qu'on peut raconter. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas dans du jeu classique. Et à ce moment-là, on peut dire que ça se rapproche des jeux narratifs. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui gèrent l'autorité narrative, on va dire, en gros. Mais par contre, elle est très limitée. C'est-à-dire que c'est toujours du point de vue de son personnage. C'est le personnage qui fait quelque chose. On va pas dire la tempête elle s'arrête ou Oui. en fait il y a la garde qui arrive qui vient m'aider. Ça non. Voilà, c'est pas. On va pas créer du contenu en fait. Mais dans la façon d'utiliser la mémoire, il y a quand même aussi il y a une main tendue à ce moment-là parce que c'est le joueur ou la joueuse qui peut investir un peu en utilisant Alors, la mémoire de son personnage, si j'ai compris. Oui, mais il crée pas de contenu. C'est le D'accord. contenu est avant. Ok. Enfin, c'est j'expliquerai après si ça ne dérange pas. Non, mais après, voilà. l'idée, c'est qu'il y a un moment, si le kit est disponible, les gens vraiment Voilà. curieux, parce qu'on aura réussi à les intéresser, ils aillent voir. Il est très, très chouette. À ce propos, si je peux me permettre, est-ce que peut-être Olivier pourrait, avec Christophe, peut-être, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, qui nous rejoignent ou quoi, peut-être faire un rapide survol de Hémisphère, en fin de compte. Oui. Hein, moi, je pense que je vais m'y coller. Oui, on aura peut-être des auditeurs, tu vois, qui connaissent pas du tout, qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas, voilà. Il n'y a pas de souci. Alors en gros, c'est de la science fantasy. Pardon? Donc c'est de la science fantasy médiévale. Donc la science fantasy médiévale, c'est-à-dire que il y a de la magie. Le niveau technologique moyen de l'univers, c'est de type médiéval. Alors c'est toujours pareil, c'est juste pour situer parce que effectivement c'est pas la Terre, donc le Moyen Âge, c'est un concept un peu. Mais on est sur ce type de choses, quoi. Et science, alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que le monde, il est à l'aube d'une sorte de renaissance. C'est-à-dire ou de révolution industrielle, enfin bon. Il va y avoir des découvertes, c'est vraiment une époque charnière. Et du coup, en termes scénaristiques, on peut avoir des choses style espionnage industriel, savant fou, tout ça, qui sont pas forcément de l'habituel du médiéval fantastique ou ce genre de trucs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les connaissances et la science notamment, mais pas que, mais quand même, est très importante, y compris en contexte aventureux. Donc par rapport au système de mémoire dont parlait, non, il est par là, dont parlait Case. En fait, la connaissance, comme les joueurs ne connaissent rien du monde, parce qu'il n'y a pas de classique, il n'y a pas de dragon, pas d'elfe, pas de nain, pas de loup, de chat, tout ça, on oublie. Tout est théoriquement une menace ou une aide, ou on ne sait pas, enfin voilà, tout peut être intéressant.
Et donc, bon, sous réserve que le maître de la narration propose, hein, sinon, c'est pas au moindre brin d'herbe, on commence à dire qu'est-ce que c'est ça, sinon on s'en sort pas. Eh bien, le fait de connaître, bon, je vais prendre un exemple, ça sera plus simple. Imaginez, vous avez un énorme prédateur, genre un T-Rex. Il n'y en a pas, hein, mais c'est juste pour le visuel. C'est pas Conan. C'est-à-dire on peut aller essayer de le défourailler à la hache tout seul, mais a priori, on va se faire bouffer. Voilà. On ne tue pas du serpent géant tout seul, tout ça. Enfin, il y en a qui ont essayé, mais voilà. Ils ont eu des problèmes. Voilà. Après, sur un malentendu, ça peut marcher, mais bon, voilà. Et du coup, mangeant. voilà. Et du coup, ça peut être vachement utile de savoir qu'il aime pas l'eau, le bestiau. On saute la rivière et puis hop, terminé. Et donc, les informations, en fait, de manière générale, est-ce que cette plante elle est comestible, est-ce qu'elle est toxique, est-ce que ce petit animal tout mignon, est-ce qu'il va me cracher de l'acide à la tête, ou est-ce que je peux le manger, ou voilà, etc. Enfin, bref, voilà, tout peut potentiellement être des ressorts en fait d'intrigue ou d'aide ou de difficultés, etc. Et donc du coup, les connaissances scientifiques, notamment, aussi culturelles, etc., ont une vraie importance, y compris en contexte aventureux, quoi. C'est pas l'érudit, c'est pas le mec derrière qui sert à rien avec ses bouquets et voilà, comme dans le média souvent où c'est vrai que l'érudition c'est pas non plus le truc vraiment mis en avant. Là, c'est vraiment mis en avant. Ouais. Là, c'est une question de survie même pour les. Voilà, c'est une question de survie. Voilà. Alors, c'est marrant que tu parles de ça. Oui. En fin de compte, sur Hémisphère, la seule chose qui est relativement connue, ce sont, dis-moi si je me trompe, ce sont les simiens en quelque sorte, ce sont les humains. Oui, c'est la seule chose. Alors, c'est une question. Bon, après, tu dis que les humains sont arrivés avec des animaux dont certains n'ont pas réussi à s'adapter, d'autres oui. La plupart n'ont pas réussi à s'adapter en fait. Mais ouais. Voilà. Et du coup, alors, quel a été le moteur de ce choix en fait? Est-ce que tu as eu peur finalement de mettre un univers totalement original, avec aucun repère pour les joueurs, ou vraiment tu as une affection particulière pour les humains? Alors, non, j'aime pas les humains. Mais non, alors à l'origine, le monde, enfin les symbioïdes, donc les espèces pas humanoïdes, c'était un projet de jeu vidéo et il n'y avait pas d'humains. On jouait que ça. Et au départ, c'était ça. On ne jouait que des symbioïdes. Mais effectivement, disons qu'au départ, c'est une volonté effectivement de rendre la chose plus accessible que d'introduire des humains et des humanoïdes. Enfin, il y a aussi des hominus qui sont des sortes de... Enfin, bon, je vais te parler des hominus après. Oui, il n'y a pas de souci. Et effectivement, c'est parti au départ de cette volonté-là, c'est-à-dire de rendre les choses plus accessibles, parce qu'effectivement, ça peut faire... Comme il y a déjà beaucoup de choses nouvelles, si en plus le personnage est lui-même très chelou, ça peut bloquer, quoi. Et du coup, c'est parti de là, et puis finalement, ça a bien matché, quoi. Enfin, ça s'est bien imbriqué en fait dans l'intrigue générale de l'univers. Et du coup, je suis très content de l'avoir fait. Même si effectivement mon cœur va plutôt symbioïde, hein, mais ça, voilà. Ouais. C'est mes bébés, hein, mais voilà. Donc du coup, voilà. Je pense avoir répondu à la question. Alors, du coup, enfin, à moins que Émilie veuille intervenir, dis-moi. Pardon. Pour l'instant, non, ça. Du coup, j'avais une question pour Lunart. Lunart, est-ce que tu as été associé au projet dès le départ ou tu es arrivé après? Non, je suis arrivé après. On s'est arrivé après avec Olivier en convention, plus d'une fois d'ailleurs. On a sympathisé. Puis pour le projet, j'ai participé à la relecture du kit d'introduction. Je lui ai donné mes avis aussi quand il s'agissait pas seulement de français en fait, mais de logique d'explication ou même de simplification pour essayer de rendre le tout très didactique. Pour ce qui est de l'univers, il avait déjà tout de très construit, de très solide à ce moment-là. Donc moi pour le coup, il m'a engagé pour venir répondre à un besoin de plus d'illustration qui va être dans le livre principal et son cours de production alors où je vous parle. D'accord. Si tu veux, tu peux en montrer une. Ah je te laisse la partager parce que là j'ai pas l'ordi sous la main, à la limite. Tu veux que je montre quoi? Dis-moi. Non, mais tu peux pas le voir, toi. Ah. C'est pour ça que je vais le faire moi.
Alors attends, Alors- j'arrête mon partage et je te laisse démarrer le tien. Alors justement, à ce propos, Olivier, j'ai quand même l'impression que le projet il a été assez fédérateur, parce que quand on regarde un petit peu la liste des remerciements dans ton kit, il y a quand même aussi des gens comme Célerin, etc., Ouais. qui est rédac chef de JDR Mag, entre autres, et qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu holistique. Alors je me demandais, depuis que Posidonia donc concrétise la chose. Ah oui, joli, très très beau. Ah ouais, c'est magnifique. Ça, c'est une architecture. Alors, je t'interromps une seconde. Vas-y, Ça, je t'en prie. c'est l'architecture d'une des 13 ethnies du continent. Voilà. D'accord. Très Les très autres chouette. sont en working progress. Elles avancent. Très très chouette. Donc, est-ce que le fait d'être maintenant avec Posidonia, vous avez pu rencontrer d'autres auteurs comme Manulon pour Chosen Ones ou d'autres personnes? Est-ce que en tant qu'auteur, illustrateur, vous avez pu échanger? Est-ce que ton projet, est-ce qu'il s'est développé davantage que ce qu'il était avant d'arriver chez Posidonia? Pas tellement en fait. Bon, on a bien pris contact avec tout le monde, surtout moi en fait. Mais parce que du coup Christophe il est venu beaucoup plus tard, donc voilà. Non, c'est-à-dire qu'en fait, alors chez Posidonia, de toute façon, ils prennent des projets qui sont déjà très très avancés, donc il n'y a pas eu de collaboration ou de choses de ce genre avec les autres auteurs de Posidonia, si c'est ça la question. Ouais. Alors, du coup, je vais parler de l'équipe, parce que du coup, ils sont pas tous là. Donc, il y a Bibio qui fait des commentaires depuis tout à l'heure, d'ailleurs, sur le côté. Donc, qui est le scénariste, que j'ai engagé relativement sur le tard, qui est le scénariste principal, donc qui va s'occuper des 4 scénarios des livres de base, parce qu'il y en aura 4. C'est pas lui qui s'est occupé de celui du kit, par contre, ça c'est moi. Et à un moment, c'est pas ce que je fais le mieux, et puis on peut pas tout faire parce que le temps est limité, donc voilà. Ça c'est donc et sinon j'ai un co-auteur qui me suit depuis 2 ans maintenant, avec qui je bosse depuis 2 ans, qui est un peu l'homme de l'ombre, qu'on voit jamais sur les La petite main, en image, les petites mains. qui est à la fois un relecteur critique des textes, et il fait du contenu aussi, parce qu'il a une formation, enfin, il est passionné d'histoire, il a une formation en biologie. Donc c'est mon consultant histoire et biologie, ce qui est très pratique, du coup, voilà. Et il s'éclate à faire du contenu historique, tout ça, la cohérence de l'histoire des ethnies, tout ça. Il m'a fait une belle chronologie, une belle frise chronologique qui fait je sais pas combien de pages, avec qu'on mettra pas forcément dans le bouquin parce que ça fait beaucoup de trucs, ou une partie peut-être. Ouais. Mais... La classification phylogénétique des entités, c'est lui aussi? Alors c'est pas lui qui a fait, enfin il a fait une partie sur les plantes, mais c'est un peu son impulsion. D'accord, ouais. En fait, il m'a dit à un moment, maintenant tu es sur le côté scientifique, le machin, tu veux une cohérence d'univers, faut y aller quoi. Et à un moment, faut arrêter de faire le timide. Ouais. J'étais pas chaud, parce que c'est quand même une grosse masse de boulot, je ne le cache pas. Mais finalement, oui, c'était une très bonne idée, donc du coup. Oui, carrément, parce que je trouve que ça participe de l'identité du jeu et de l'univers. Oui. Clairement. Et du coup, c'est le troisième point que j'ai pas abordé tout à l'heure sur le côté science, en fait, c'est que les outils en fait, ils sont pas finis, pas tous finis, mais on fournit dans le livre le livre pour le maître de la narration, il est une grosse partie qui est création de contenu, c'est-à-dire des processus de création d'animaux, de végétaux, de cultures, etc., qui permettent de créer son propre contenu et d'éviter d'être là. C'est super, allez-y, débrouillez-vous. Ouais. Et voilà. Donc alors c'est surtout important pour les animaux, les végétaux, parce que c'est quand même assez particulier pour que ce soit assez riche en infos. C'était pas possible de dire au MJ de se démerder, quoi. Et en gros, il y a trop d'infos, c'est trop précis, quoi. Pardon, ça signifie que tu as donné les clés pour ajouter de l'univers grâce à une méthode qui permet en gros de respecter l'évolution, la segmentation du vivant, ce genre de choses. C'est ça. Ah, c'est classe.
C'est classe. Je suis content d'avoir pledgé un petit peu. C'est bien. Donc, c'est classe. Oui, c'est exactement ça en fait. On a fait des arbres de classification qui servent d'étapes de création en fait. Alors on peut créer, comment dire, en gros, il y a, alors que de mémoire, il y a branche, ordre, groupe, famille, espèce. Bon, on n'a pas fait un arbre aussi complet que le vrai parce que bon, Oui, oui. Non, il faut que ça reste un jeu. Faut, à un moment, voilà, faut- c'est un jeu quand même, mais et du coup en fait, ben, si on veut créer une bestiole, on choisit branche, machin, tac, tac, tac. On a déjà quasiment tout. Et après on rajoute 2-3 bricoles et on a une nouvelle espèce. Voilà. Bah, après, si on veut, on peut créer un groupe ou un ordre ou Oui, oui, oui. Tu choisis les tâches auxquelles tu rajoutes. mais quand on veut juste créer un animal, bon bah il suffit de faire tac 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 et l'essentiel est déjà là. C'est est déjà fait. Ouais, ouais. c'est Après, bon. il faut copier quoi. Bon, Moi, je me posais la question de savoir, est-ce que il t'est jamais. D'ailleurs, la question se pose aussi à Lunart, puisque tu es plus que illustrateur, tu es aussi créateur de jeux. Est-ce qu'il vous est venu à l'esprit de proposer vos créations à des concours de création comme les démiurges en herbe, ce genre de choses? non. Et sinon, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Moi, j'ai un oui, pourquoi, si vous voulez après. C'est-à-dire alors à titre perso, vu mon jeu, enfin, ça se prête difficilement c'est gros quoi, donc je pense que ça se prête plus pour les petits jeux. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais pour les jeux plus ramassés, quoi, on va dire, ça, ou des jeux à concept, ou des jeux, ça se prête plus à ce genre de truc, parce que c'est facile à présenter. C'est voilà, là, je vais arriver avec une machine comme ça, salut, voilà mon Ouais. jeu. Bon, faut qu'il soit fini. Enfin voilà, ça me paraissait pas adapté. Bon, je suis pas D'accord. très concours en fait aussi. Ok. Ah, c'est quelque chose qui m'agace profondément en fait. Voilà. Il y a eu des occasions, hein, mais alors ça m'agace. Ça m'agace de se dire qu'on va mettre des créations en concurrence. Voilà, la Oui, mais concurrence ça dans peut le être, ça peut être, ça, Non, mais ça la peut être concurrence, l'opportunité, tu vois, dans le voilà. sport, non, mais la concurrence dans le sport, je comprends. En fait, Ça fait sens, si tu veux. Mais la concurrence entre univers de jeu. Après, comment dire? Après, il y a aussi le fait d'avoir des bruits de couloir de certains événements pourtant très conséquents façon le Fige, où je sais pertinemment qu'en fait, il n'y a pas le temps de vraiment lire à l'intégralité des œuvres mises en concurrence. Donc, il y a aussi un moment où si on le fait, il faut le faire vraiment. Voilà. Et le problème, c'est que je suis pas sûr qu'on le fasse vraiment souvent. Voilà. Il y a un Après, avantage quand même. Et toi, Lunard, comme d'habitude, je suis très sévère avec ce genre de processus. Bah ouais. Il y a un avantage quand même, je suis d'accord. Alors moi, je suis quelqu'un qui déteste la compétition, mais pourtant, j'ai quand même déjà soumis un jeu de rôle à un concours. J'ai déjà soumis des scénarios à des concours, que j'ai gagné d'ailleurs. Comme il se la pète. Non, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vas-y, Lunard. Non, mais en même temps, conves locales, je vois pas le problème. mais c'est toujours ça. Je veux dire, voilà, ça fait plaisir de se dire, Oui. finalement, mon texte, il a plu, voilà. Ouais. Et pour le concours de scénario, de jeu de rôle, c'est-à-dire d'écriture de jeu de rôle, le deadline, on avait genre 1 semaine ou 2 semaines pour écrire un jeu de rôle complet, avec un thème imposé. Le truc, c'est que j'ai fait un hors-sujet total, parce que j'ai écrit un truc que j'avais au fond de mes tripes et que je voulais sortir sur le papier. La contrainte de 2 semaines a été bien, parce que grâce à ça, je suis allé à l'essentiel. Et j'ai vraiment créé un univers complet, avec toutes les factions, avec tout ce qui était jouable. Et par contre, forcément, en 2 semaines, on ne peut pas tout faire, donc le système de jeu est un peu pourrave. Mais, mais du coup, j'avais un univers qui était riche, qui était intéressant. Et c'est là que je me suis rendu compte, grâce à cet effet de pression avec la deadline, qu'en réalité, produire quelque chose de cohérent, ça peut ne pas être trop long. Bien sûr, 2 semaines, c'était intensif, j'ai fait que ça, et voilà, c'est pas anodin. Ceci dit, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu de le faire, et régulièrement, hein, tous les ans, tous les 2 ans, là, je produis un jeu. Donc, mais je les présente plus à personne. Enfin, je fais jouer avec mes potes pour l'instant. Et de temps en temps, je fais un PDF, je fous sur le net, comme par exemple Shinobi Naruto RPG, qui est un des rares qui marche bien d'ailleurs sur le net. Il y a une communauté qui s'est montée là-dessus. Mais voilà, en fait, c'est un challenge Shinobi Naruto. Moi, je suis même pas particulièrement fan de la licence. Donc, je voulais juste faire un jeu qui permette de faire jouer des ninjas dans un contexte tactique et avec tout l'enjeu des pouvoirs, parce qu'il y avait quand même beaucoup de pouvoirs très différents, et rendre tout ça équilibré. J'ai à peu près réussi mon coup, puisque je sais qu'il y a
J'ai reçu pas mal de mails de personnes qui y jouent. J'ai monté un serveur Discord. Il y a quoi? Il y a peut-être une soixantaine de personnes sur le serveur Discord. C'est pas grand-chose, mais tous ceux qui ne se sont pas exprimés et qui jouent avec, il y en a probablement beaucoup plus. Et il y en a pas mal qui m'envoient juste un mail pour me dire hey, avec ma table de potes, on joue, c'est cool, merci. Alors, quasiment tous ont adapté le jeu, mais c'est fait pour. Donc, ça ne me dérange pas. Et du coup, je jetterai un œil. Ouais, Tu m'enverras un lien? Il y a un scénariste pas anonyme dans les commentaires qui nous dit Ouais. ça a C'est un un côté formateur quand même, les concours. C'est ça. Et oui, d'où ma question. Ouais, c'est pour ça. Alors, c'est pour ça. Du coup, il se trouve que Bigio, donc, qui est le scénariste du projet, il fait des concours de scénario. Du coup, effectivement, lui aussi, il en a gagné. Voilà, il voit pleinement la valeur ajoutée de ce genre d'exercice. Je voulais... Histoire de bien nous planter, hein, il a écrit ça aussi. Hein, voilà. Il est des meilleurs gendarmes, ça fait longtemps. Voilà, ça non, s'explique quand même. Gars, mais je parle de beaucoup de choses qui ne se font plus depuis longtemps, effectivement. Comment c'est fait bâcher, là, je l'explique. Non, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Mais après, il y a peut-être d'autres concours qui existent que je ne connais pas. Le Game Chef, Game Chef, oui. Et jeux de société. Alors, c'est là que j'ai fait un hors-sujet, c'est que j'ai fait un pur jeu de rôle alors qu'il mélange les deux. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait un hors-sujet. Sinon, je voulais revenir un petit peu à Hémisphère. Donc, Hémisphère, c'est une planète, d'accord, sur laquelle on va avoir des civilisations, des races et des espèces, tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, l'époque te donne raison de faire ce genre de distinction. Donc, si j'ai bien compris, en fait, tu cites quand même quelques inspirations qui t'ont servi. Et c'est marrant parce que tu en parlais tout à l'heure. Je parlais de AD&D deuxième édition. En quoi Ouais, plein d'autres jeux. Alors, première partie de la question, c'est en quoi Donge t'a été utile dans la conception d'Hémisphère, quelles traces de Donjons et Dragons on peut retrouver dans le système d'Hémisphère, et deuxième partie de la question, alors tu cites aussi quelques inspirations littéraires, alors Tolkien, etc. Est-ce que Jack Vance, est-ce que Anne McCaffrey avec son cycle des Chevaliers Dragons de Perne, par exemple, qui mêle là aussi tout ça pour montrer qu'il a des lettres, je te jure. Ouais. Mais non, c'est une vraie Laissez-le finir sa question. Ouais. C'est une vraie question. Est-ce que parce que dans les Chevaliers Dragons de Perne, il y a ce mélange que je trouve super entre science, entre une civilisation, entre l'humanité qui s'est installée sur une autre planète, qui retombe à un état, on va dire, médiéval, tu vois, qui perd une grande partie de son histoire. Et il me semblait retrouver un petit peu de cette saveur-là avec justement les humains qui arrivent donc de Telra et dont il ne subsiste rien et pour lesquels on retrouve un aspect un petit peu médiéval. Donc je me demandais si ça faisait aussi partie de tes inspirations. Alors, vu que je les ai pas lus, non. Voilà. Ok. Écoute, tu vois, alors, en ce qui concerne Donjons et Dragons, alors, pas vraiment dire que ce soit une source d'inspiration au sens direct du terme. Je l'ai plus cité parce que c'est ma première expérience de jeu de rôle suivi. D'accord. Donc du coup, forcément, ça a dû façonner un petit peu une partie de mon imaginaire. Donc du coup, j'aurais beaucoup de mal en fait à dire exactement quoi vient de quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, d'accord. C'est un nuage et puis ça a fait un peu, voilà quoi. Sinon, qui m'a beaucoup inspiré, il y a L'Enfeust. Oui, j'ai vu ça. Oui, ça avait été un vrai coup de cœur quand les BD étaient sortis. Justement, aucun animal connu à part les humains, quoi, et les trolls, bon voilà, mais sinon c'est que de l'original. Et notamment à un moment, il y a alors je veux pas spoiler la BD, mais enfin c'est pas. Alors je sais plus si c'est dans Troll ou si c'est dans L'Enfeust, mais bon. Ça commence à faire un moment là pour du spoil. Ouais. Quand même. Voilà, je crois que ça devrait aller. Il y a la prescription. À un moment, je crois que c'est dans Troll. Il y a oui, c'est ça. Il y a un chasseur de trolls là qui est sur son dragon et ils vont dans une espèce de marécage et il y a une bestiole dans l'eau avec un leurre de dragon au-dessus. Oui. Qui attire le dragon. Et le troll dit attends, n'y va pas parce que tu vas voir, il va se faire choper. Et ce petit truc là, la connaissance de la bestiole, où il savait
que c'était un leurre, et du coup, ça en est servi stratégiquement. Ça, clairement, c'est ce type de choses que j'aimerais, que j'ai fait en sorte de retrouver aussi dans. C'est-à-dire que c'est ce petit truc qui fait que utiliser l'environnement et du coup que les connaissances et ce genre d'utilité. Voilà. Bon, ça. Après, des inspi, j'en ai plein. Je serais incapable de toutes les citer, mais. De toute façon, c'est piégeux. Ouais. C'est piégeux, c'est une question piège, en fait. Je me rappelle à propos de l'Enfust, être à la Bulle Noire, début des années 90 pour les études à Aix-en-Provence, et faire la queue pour avoir une dédicace de Tarquin et Arleston. Et c'est mon ex-femme qui a tout maintenant, mais c'est pas grave. Et donc, ce sont des choses qui arrivent. Et je peux pas me retenir de poser la question à Arleston. Je lui dis, mais je lui fais dédicacer les 2 ou les 4 premiers tomes, je sais plus. Et je lui dis, mais je peux pas m'en empêcher, j'ai besoin de vous poser. Il a demandé à ce qu'on se tutoie parce qu'il voulait tutoyer tout le monde. Est-ce que par hasard, les chroniques d'Alvin le Faiseur, d'Orson Scott Card, ça t'a inspiré? Et il me regarde, il me fait pourquoi? Et je lui explique, donc c'est un univers où tous les enfants naissent avec un don. C'est une uchronie de la conquête de l'Ouest par les colons européens et repousser la frontière, machin, tout ça. Mais tous les enfants qui naissent sur le continent naissent avec un pouvoir particulier. Et, sauf qu'Alvin. Voilà, sauf qu'Alvin, c'est le 7e fils d'un 7e fils. Voilà. Donc, on retrouve des inspi, parce qu'à l'époque, il y avait Iron Maiden qui chantait ça déjà. Et du coup, le 7e fils d'un 7e fils, il a la qualité de faiseur, il sait tout faire. Il a tous les pouvoirs. Et donc, quand même, ouais, j'ai lu genre 2-3 ans avant les chroniques d'Alvin le Faiseur, enfin au moins les 3 premiers tomes. Je tombe sur l'Enfust. Réédité là récemment. Ah, merci monsieur le libraire. Donc, édition à la Talente. Ouais. Puis en plus, il faut leur rendre service à la Talente parce qu'ils ont eu des gros problèmes. Ce serait bien de leur acheter des bouquins. D'autant qu'ils sont magnifiques. Hein. Ouais, ils sont super. Et en fait, je me dis, il y a quand même des méchantes similitudes entre l'Enfust et les chroniques d'Alvin le Faiseur, parce que tout le monde a un pouvoir, et puis il y en a un au milieu, apparemment, il a des pouvoirs cosmiques phénoménaux sous certaines conditions. Et en fait, je pose la question, et là, il me fait, ah ben pas du tout. Et il me fait une réponse intéressante, il me dit, d'ailleurs, si j'avais lu ça, eh ben, j'aurais sans doute pas fait l'Enfust. Autrement dit, il aurait fait exprès de ne pas faire quelque chose de ressemblant avec quelque chose qui existait déjà. Donc, en fait, la question des inspi, elle est ultra piégeuse parce qu'on a beau admirer des choses, on s'en inspire toujours d'une façon suffisamment détournée pour que ça y fasse pas penser immédiatement quand même. Parce qu'en fait, il y a aussi… Bien sûr, mais c'est tout un art d'ailleurs. C'est tout un art que de s'approprier quelque chose de préexistant et de lui donner justement une nouvelle dimension. Enfin, il y a énormément de choses. On crée rarement ex nihilo, quoi. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Voilà, bien sûr. Ce que je dis moi, c'est qu'en fait, on fait rarement exprès de s'inspirer de quelque chose de précis. C'est toujours un peu mal fait. Voilà, c'est toujours quelque chose que tu constates par la suite. C'est une fois que tu… Voilà. Exactement. C'est une fois que tu l'as fait que tu peux te rendre… Ah, Olivier n'a pas l'air d'accord avec ça. Non, mais on peut faire exprès. Certains projets, on voit que c'est fait exprès quand même. Hein. C'est transparent quand même. Quand ça s'écarte pas suffisamment des références, en fait, c'est là qu'on peut commencer quand tu prends 2 sujets qui hype et tu fais hop, ah, on a un nouveau projet. Hop là. Ça peut être très bien, c'est pas qualitativement, il n'y a pas de problème, mais de fait, l'inspiration, tu la vois assez bien quand même. Mais Bichon, quelques secondes, à quoi penses-tu? Non, je ne ferai pas de Non, moi aussi j'ai des idées qui viennent. Non, ce n'est pas l'ambiance de cette émission. Non, c'était une… On va pas commencer à bâcher. Non, mais après, ça fonctionne. Hein. Y a pas de… mais du coup, c'est transparent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas une critique. Hein. C'est de fait, l'inspiration est évidente. Tu peux pas dire, je m'en étais pas aperçu. Plus on mélange les inspi, plus ça va donner le goût de l'originalité, mais il y a aussi une question de marque. C'est-à-dire qu'il y a une question de période. Et des choses qui sont connues à une période le deviennent moins par la suite.
Et puis, petit à petit, ça revient à la mode. Mais entre-temps, l'idée, elle est quand même présente. Elle est dans l'inconscient collectif. Et on a Je l'impression ne des fois de donnerai créer pas de quelque nom. chose qui est vraiment nouveau, mais d'autres fois, bah, il s'avère que ça a déjà été créé par d'autres. Et ça arrive. Et c'est pour ça que c'est important de se documenter. On veut des noms. On D'accord. veut des noms, Olivier. Ben, Alors moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur les paradoxalement en lisant le kit, ce qui m'a le plus intrigué, et je vais t'expliquer pourquoi, ce sont en fait les humains. Parce que les humains, justement, c'est un peu la pièce rapportée d'Hémisphère, en quelque sorte. Mhm. Et quelque part, en le lisant, j'ai le sentiment que tu prends un peu le joueur et le lecteur à témoin. Nous sommes des humains, donc tu nous présentes un peu le monde par le regard de ces humains. Et en fait, j'étais très intrigué de voir que, alors c'est normal, c'est un kit, donc c'est très très sommaire ce que tu dis sur eux, mais on apprend par exemple dans le kit que les humains ont quitté la planète qui visiblement n'est plus habité, donc il s'est passé habitable, il s'est passé des choses terribles sur la Terre, mais on ne sait pas quoi. Alors, c'est pas la Terre. Hein. Alors c'est Telra, Voilà. pour être plus précis, Il y a le nom ressemble, mais c'est pas pour rien, mais c'est pas la Terre. Voilà. Pas du tout. Alors, est-ce que j'ai trouvé particulièrement... Oui, alors, ça, c'est une très bonne réflexion de Kieran Den, où ça fait un jeu très écolo vert. En fait, ça m'a fait penser un petit peu... alors là, pareil, je vais parler d'un truc de Mathusalem, mais ça m'a fait penser à Animonde, pour ceux qui connaissent. Hein, je crois que c'était le premier jeu de Croc. Je rassure tout le monde, non. Non, pas le système. mais justement, ce côté, tu vois, être, enfin, ça m'a fait penser à ce côté vert, écolo, effectivement, c'est juste. Mais je reviens un petit peu à Telra et aux humains. En fait, en le lisant, j'ai l'impression que les humains n'ont rien ramené avec eux de leur ancienne civilisation. Ou du moins, c'est pas dit dans le kit. Est-ce que c'est quelque chose qui sera détaillé dans le jeu complet? Alors, ils n'ont pas ramené grand-chose en termes de... Il y a 1 ou 2 animaux de compagnie, enfin de familiers, quoi, qui ont survécu, mais les autres n'ont pas survécu à cause de la magie. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. À cause du plancton, j'imagine. Le fait de la magie ambiante qui est mutagène, bon, bref. Donc, des organismes ne réagissent pas tous de la même manière, et bon... Et du coup, effectivement, après, en termes de culture, la migration, on va dire, elle a 1600 ans. Donc, entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de trucs. Donc, effectivement, on ne peut pas avoir une filiation directe en disant bah, ça vient de tel peuple sur machin, parce qu'en 1600 ans, il y a tellement eu de... il y a tellement de changements de brassage de machin que... Bon. Mais effectivement, à l'origine... les peuples n'ont pas été mélangés. C'est-à-dire que chaque endroit de la planète d'origine correspond à un autre endroit de la nouvelle planète, on va dire. Donc du coup, s'il y a par exemple, j'ai dit une bêtise, il y a des Celtes, les mecs qui se sont retrouvés tous au même endroit à l'autre côté. Donc du coup, originellement, les ethnies étaient déjà séparées, quoi. Ça n'a pas fait un gros mélange, et puis après, voilà. Mais tu parles d'une faille, d'une fissure, je crois, spatio-temporelle par laquelle seraient arrivés en fait les humains. Est-ce que c'est un aspect qui va faire partie du jeu, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on n'explore pas du tout et on est focus sur Hémisphère en fait? Alors, ça fait partie des secrets du monde. Voilà, clairement. Après, ça s'est passé il y a 1600 ans, donc on ne va pas le rejouer, si tu veux. On est dans la légende, on est dans le mythe. Mais disons que dans une perspective archéologique, par exemple, ça peut avoir un intérêt. Après, moi, j'ai un commentaire qui peut aller après plein de questions de la même catégorie. C'est que c'est de toute façon, c'est le le MN qui va décider de quoi il se sert et comment. Hein, de toute façon, une fois qu'on a décidé de mettre le jeu à disposition, il y a toujours un moment où en fait on décide pas de ce qui va se passer. Hein. Les gens vont jouer comme ils veulent. Non. Le monde, c'est après c'est pour ça qu'on fournit aussi de quoi fabriquer du contenu, etc. C'est que nous on en fournit un maximum. Maintenant, on peut pas être exhaustif, surtout sur un univers qui est complètement nouveau, quoi. Ça demanderait des encyclopédies géantes
10 000 pages. Et tu oui. Et du coup, voilà. Mais après, nous, ce qu'on va fournir, en fait, en gros, trois axes de campagne. C'est-à-dire des possibilités de campagne, dont 2 liées directement au secret du monde. Et une liée plutôt au côté révolution technique, on va dire. Après, c'est pas une campagne, hein, c'est un focus en disant voilà, vous pouvez essayer de faire ça en partant comme ça, comme ça, comme ça, en essayant d'avoir ces angles d'attaque là, etc. Voilà. D'accord. Les amis, on atteint presque l'heure d'émission. Non. C'est que tu parles beaucoup. Hein. Non, mais c'est pas lui qui parle beaucoup. Hein. Non, mais tu poses beaucoup. Non, mais l'air de rien, tu poses beaucoup de questions. Non, mais allez, on enchaîne. Allez. Désolé. Non, mais c'est juste, voilà, il y a un moment, il faut mettre du temps. Je sais pas que ça m'enchante, mais bon, voilà. On sait très bien que si l'émission dure un peu trop en longueur, elle va devenir, on va s'apesantir. Donc, comme on a quand même bien présenté Hémisphère, le lien est dans les commentaires. Allez voir le site, utilisez le kit d'initiation et surtout, le Let's Play est ouvert. Donc, surtout, Oui. voilà, si ce que vous avez entendu, vous pouvez encore participer. Voilà, vous pouvez encore participer et vous pouvez encore play dessus. Voilà, donc là, du coup, histoire quand même de recevoir Christophe aussi. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y aurait... Oula, on a une question qui mérite 3 minutes. Est-ce qu'il aurait une approche comme le jeu numéro... alors non. Ah bon, pas 3 minutes alors. Alors non, mais c'est pas une critique, c'est pareil. C'est juste que non, c'est mais non, après, vraiment pas pareil. Dans Numenera, il y a vraiment cette idée que c'est dans le futur. Après plein de civilisations qui sont effondrées, machin, tout ça. Là, on est vraiment... c'est pas le même sujet, quoi. Il n'y a pas cette histoire de technologie qui paraît être de la magie parce qu'on la comprend pas, tout ça, c'est pas le même... voilà. D'accord, ok. Bon, voilà, la réponse est donnée. Donc, on va un petit peu parler aussi des actus de Lunart qui ne sont pas forcément liées à Hémisphère, parce que l'air de rien, Christophe, tu as fait beaucoup de choses. Oui. Alors, du coup, je vais partager un écran et puis tu vas décider de quoi que tu veux parler en fait. Hein, voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc, je vais remettre le logo sur ma figure, comme ça, hop là. Okay. Voilà. Donc, voilà, Lunart Artbook. J'ai aussi partagé le lien de ce site internet. Donc, apparemment, tu as travaillé sur un certain nombre de choses quand même. Vas-y. Dans le domaine du jeu de rôle, oui, entre autres, récemment, de ce qui est un petit peu connu, il y avait Champ de l'Os, il y a Imperator, Doxa aussi. Voilà, c'est un peu les jeux connus. Donc, je ne sais pas si tu veux montrer quelques images éventuellement. Alors, attends, les Champs de l'Os, par où je vais passer? On va passer par jeu de rôle, peut-être? Ou alors. Non, t'y es. C'est un peu plus bas, c'est tout. Tac. Voilà. Pardon, je reviens. Je le vois là, c'est juste. Dans le jeu de rôle, par contre, c'est les écrits en fait, pour ça. D'accord. Ah oui, parce que du coup, tu fais aussi de la création de jeux de rôle par ailleurs. Oui, tout à fait. D'accord. On descend un tout petit peu, c'est en dessous des maps logo, à mon avis, ça va être là. Là, je crois que la connexion, elle n'en peut plus. Mais c'est-à-dire que je demande à Matrapadel de faire beaucoup de choses, apparemment. Voilà. Oui. C'est la Champ de l'Os, tu l'as là. Alors, attends. J'arrête le partage une demi-seconde. Ça lui fait faire un truc de moins. Je laisse charger les images tranquillement. Voilà. Là. Après, pour les Champs de l'Os, j'avais travaillé avec Salboué. C'était plutôt bien passé. J'avais eu des illustrations à faire de scénettes et puis d'équipements aussi. Pour Imperator, j'ai travaillé sur des scènes aussi. Alors on était sur des scènes avec plusieurs personnages, un peu plus dynamiques. Pour Doxa, je suis encore en cours de prod aussi, même si j'ai déjà pas mal avancé, on est sur la fin de la prod. On a fait un peu de tout là. Pour le coup, pour Doxa, j'ai fait la fiche personnage, l'écran de jeu, j'aurais fait un logo il y a longtemps, mais alors, ils l'ont changé. J'ai fait cartes de jeu, j'ai fait je crois une trentaine d'illustrations pour l'instant, et il y en a encore une dizaine qui arrivent. Donc, voilà. Donc ça avance doucement.
Alors, attends. C'est arrivé à charger les images. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il charge et puis au moment où de faire apparaître les images, il change la mise en page. Donc, je clique pas sur ce que je veux montrer. C'est compliqué. La technologie n'est pas avec nous ce soir. Alors, ben, justement, est-ce que je peux en profiter pour poser une question justement à Lunart par rapport au Vas-y, boulot. vas-y. Voilà. Quand tu arrives sur un projet comme celui d'Olivier et d'Hémisphère, donc vous aviez des styles graphiques, est-ce que ça te pose une difficulté particulière d'essayer de coller en fait à une identité déjà qui a été posée par un illustrateur précédent? Alors, une identité visuelle et un style graphique, c'est deux choses distinctes. Si Olivier me fait appel à moi, c'est que mon style, en fait, lui convient. Parce qu'un style, ça ne se change pas comme ça. On peut éventuellement maîtriser plusieurs cordes à son arc. C'est d'ailleurs un peu mon cas, parce que j'essaie de multiplier les outils. Je fais des ancrages, d'autres fois, je fais des illustrations couleurs comme là. Ceci dit, une charte graphique, derrière, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est une identité visuelle. On peut coller dans la tonalité des couleurs, dans certains types de motifs, pour essayer de respecter un peu l'univers présent. Maintenant, forcément, le style de chaque dessinateur, chaque illustrateur va revenir, va ressortir. Ça fait partie du process. Voilà. Donc là, vous avez vu les tables d'armes en plus. J'avais fait les armes. Ah, mais c'est classe. Hein. Voilà. Et est-ce que tu dirais qu'un illustrateur aujourd'hui en France, enfin, voilà, on constate quand même un certain développement du milieu du jeu de rôle, toute proportion gardée. Est-ce que tu dirais qu'un illustrateur en France aujourd'hui peut plutôt bien gagner sa vie en proposant des illustrations, du travail graphique pour des éditeurs de jeux de rôle? Non. Non. Malheureusement, Non. pas facilement, non. D'accord. Il y a une raison à ça, c'est que le milieu de l'illustration du jeu de rôle est en termes de tarifs inférieur à tous les autres milieux du marché. Oui. Donc si je voulais vraiment gagner ma vie plus aisément, j'irais taper plutôt dans le jeu vidéo. Alors si je fais du jeu de rôle, c'est pas aussi parce que j'aime le jeu de rôle à l'origine. Donc ça, c'est un choix personnel. Je veux dire, j'aime travailler pour ce que j'aime faire, c'est lié. Maintenant, je sais que il y a des différences de prix des fois assez énormes entre les milieux. Donc, dans le milieu voilà, ça c'est les environs pour Doxa. Dans le milieu du jeu vidéo, faire un archétype, on va dire la planche classique qu'on trouve dans un bouquin de JDR, c'est-à-dire la planche où on a un personnage, fond neutre, juste le personnage, le design du personnage. Ce type de planche-là, dans le jeu vidéo, ça peut taper très très cher. Ça peut exploser complètement un budget prévu pour un jeu de rôle. Je vous donne des ordres d'idées, mais les concept artistes facturent entre 800 et 3000 euros, ce genre de choses. On est très loin des tarifs du jeu de rôle qui dépassent rarement les 500 euros pour cette planche. Donc, ça reste quand même un travail de passion avant tout, quoi. Voilà. Après, moi, si je bosse dans le jeu de rôle, c'est parce que j'adore participer à la création d'univers. Comme j'expliquais, ça fait partie des choses que j'aime faire. J'aime faire des images aussi, ça compte. Et étant rôliste, j'apprécie grandement de pouvoir permettre aux autres rôlistes aussi de vivre une évasion. Donc, bon, je travaille pas exclusivement pour le jeu de rôle, hein, bien sûr, mais quand je le fais, c'est en grande partie aussi par passion. Donc voilà. Donc c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne conseille pas forcément aux jeunes illustrateurs, tu vois, de se lancer dans le jeu de rôle parce que c'est un métier qui va être difficile lorsqu'on débute. En plus, on a besoin de travailler, on a besoin de se faire connaître et des fois on est prêt à accepter des choses, des tarifs trop bas, vraiment beaucoup trop bas. Et ça casse le marché en fait et ça habitue les éditeurs à des tarifs qui sont malheureusement beaucoup trop bas. Pour pas citer d'éditeurs, hein, il y en a qui payaient 10 euros l'illustration. À ce niveau-là, quand tu sais que tu passes 2-3 heures minimum sur l'illustration et elle n'est pas forcément tip top, 10 euros, on a un problème, je dirais, pour être dans les clous. C'est-à-dire payer la personne au minimum au SMIC, quoi. Oui, non, forcément. Mais ça, c'est malheureusement répandu. Alors, de moins en moins, avec l'expérience, avec la notoriété, au bout d'un moment, tu peux dire non, mais ce que je fais, ça vaut au moins ça, parce que sinon, après, on n'est plus capable de bosser sereinement, c'est sûr, ça en fait partie. Mais bon, au-delà de l'aspect financier, si on veut pouvoir vivre de ça, c'est possible, mais c'est assez difficile, comme vous pouvez le constater. Compliqué quand même. Ça nécessite de multiplier énormément les contrats, puis d'arriver à se vendre correctement un minimum. Sinon, ça devient difficile, très difficile.
Voilà, donc ça répond à la Non, question. non, mais c'est. Oui, oui, tout à fait. Et puis, enfin, le truc qui, nous autres, les anciens, qui avons joué dès les années 80, le moins qu'on puisse dire, c'est que la quantité d'offres n'est pas la même. Du coup, la quantité d'identité graphique n'est pas la même. Et du coup, forcément, il y a plus de gens qui jouent, il y a plus de gens qui achètent, mais on est quand même relativement prisonnier des modèles économiques existants. Oui. Le crowdfunding, alors moi, la plupart des gens qui regardent l'émission savent ce que je pense de ce modèle économique-là. Je le déplore, mais je le déplore parce qu'en quelque sorte, il est devenu inévitable. Bon, Émilie va peut-être revenir. Mais de fait, ça reste une façon d'avoir de l'argent pour payer un peu mieux, notamment les illustrateurs. Alors, Et, là, je te rejoins parfaitement parce que pour moi, ça a changé la donne. C'est-à-dire, oui. quand les éditeurs étaient tout puissants, avant la période du crowdfunding, on en mettait là au tarif à 10 balles l'ILU, ça se faisait. 10 euros l'ILU, ça pouvait être la norme même des fois. Avec le crowdfunding, on a souvent des passionnés qui créent leur projet, un peu comme Olivier, qui est à l'origine du projet, qui est lui-même illustrateur, écrivain, et qui n'est pas éditeur dans l'âme. Enfin, il édite son jeu, mais parce qu'au départ, il a créé le jeu. Et donc, il est conscient du travail que c'est une illustration et du tarif que c'est aussi une illustration. Donc derrière, il va le tarifer correctement pour que les paliers de crowdfunding correspondent à ce besoin-là. Ah oui. Je pense que ça a permis en fait de faire comprendre aux gens le prix que ça avait. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se disent « Ah, mais tu le fais en 5 minutes, oui, bon, mais ça vaut rien fait. Alors. » C'est vite fait. Oui, ça a fait à apprendre à le faire en 5 minutes. Donc ça vaut cher, à l'air de rien. Ça a rendu visible quelque chose. Ouais, d'accord. Olivier, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Olivier, tu veux dire ? Alors, après, ce que tu dis, ça vaut plus pour ceux qui s'auto-éditent, ce qui est souvent le cas pour les petits crowdfunding. Après, dans mon cas, c'est pas mon cas, parce que je passe par un éditeur. Bon, il se trouve que l'éditeur est très open, donc il n'y a pas de problème à payer les choses à leur prix, quoi. Donc du coup, ça pose pas de souci. Mais selon l'éditeur, après, même si c'est l'auteur qui est à l'origine du truc, s'il est édité, si l'éditeur dit qu'il ne veut pas payer plus, il ne veut pas payer plus. Enfin, je veux dire, ça reste quand même l'éditeur qui est maître du portefeuille, quoi. Donc quand on n'est pas auto-édité, on est quand même soumis à l'éditeur, quoi, malgré tout. C'est pas une mal ou bien, hein, mais de fait, non, mais c'est après, lui qui a les sous. Moi, si l'auteur fait son travail d'auteur, si l'illustrateur fait son travail d'illustrateur et que l'éditeur fait son travail d'éditeur, ça va, tu vois, voilà. En principe, dans le meilleur des mondes. En principe, tout le monde mange, ça va. N'oublions pas un acteur. Alors, je sais qu'il a tendance à disparaître, mais c'est le distributeur aussi, quand même. C'est le distributeur. Oui. Non, il ne disparaît pas financièrement. Tu ne serais pas libraire, toi, hein? Voilà, un petit peu. Un chouïa. Voilà. Non, les distributeurs, ils ne disparaissent pas. On ne les oublie pas dans le cas. On les oublie pas, non. Et en fait, c'est un des trucs qui est malmené par le crowdfunding aussi. Parce que ça fait partie des trucs que moi, j'ai contre. Il y a des pour et des contre. Les pour, tu en as parlé, il y a une notion d'apparition du tarif du travail. Mais parmi les contre, il y a le fait de se dire, bon tiens, je veux vendre en tant que distributeur, hein, je veux vendre ce jeu quand il va sortir. Je participe peut-être. Alors, est-ce que je participe au crowdfunding parce que je n'ai pas de certitude de quand il va sortir? Est-ce que je vais devoir comptablement étaler ça sur 2 ans, 3 ans? Comment je vais pouvoir amortir? Enfin, il y a tout un panel de problématiques qui font que d'ailleurs, il y a des crowdfunding qui ne proposent pas de formule boutique. Ils zappent complètement les distributeurs. Bon, de mon point de vue. Que chacun a. Ouais. Non, mais de mon point de vue, comptablement, ça ne tient pas. C'est-à-dire, à moins que le jeu soit prêt, qu'on soit sûr qu'il va être mis sous presse en 2 mois et qu'il sort la même année, sinon, comptablement, moi, je ne comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. Voilà. Donc, de là à se dire que les gens qui tiennent boutique, ils font l'avance eux-mêmes, et puis ils se remboursent plus tard, enfin, il y a un truc qui ne se passe pas, à mon avis, de ce côté-là. Si je peux me permettre. Mais, encore une fois, ce n'est pas un modèle que je critique absolument. Je constate juste que en fait, c'est pratiquement inévitable. Voilà, aujourd'hui. Voilà. Alors, vas-y, Olivier. Vas-y.
Le truc, c'est que dans les crowdfunding, les boutiques peuvent avoir des prix qui ne seraient pas forcément aussi avantageux que dans le. Ah non, mais d'accord. On zappe, Mais il faut quand même avoir les moyens à l'avance. Alors, pour le coup, tu mélanges deux trucs, si je peux me permettre. C'est le distributeur et la boutique. C'est pas la même chose. Oui. Dans le crowdfunding, tu zappes le distributeur et du coup, la boutique est directement. Il n'y a pas le distributeur qui prend sa part. Quoi. C'est Ce qui fait que du coup, ça, et qui est grosse part, c'est pas petit. Donc du coup, en fait, c'est intéressant financièrement parlant. Éventuellement pour les boutiques. Non, mais d'accord, voilà. Mais il faut encore que ce soit possible. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est intéressant, que comptablement c'est possible. Et puis selon le nombre que l'on veut en avoir, non mais parce que j'ai des souvenirs de boutiques de JDR et on est en province. J'ai des souvenirs de boutiques de JDR où il y avait un certain nombre de bouquins qui étaient disponibles et où on pouvait être une quinzaine à venir acheter le même. Dans le cadre d'un crowdfunding, il y a des boutiques qui prennent 15 bouquins. Non. Non. Plus. C'est fini. Mais parce que le modèle a changé. Voilà. Donc en fait, l'impact il est global. Il y en a plusieurs. Il y a plein de trucs qui ont changé avec ce modèle-là. Voilà. Après, c'est à mon avis, quand tu fais de l'auto-édition ou quand tu passes par un petit éditeur, c'est un modèle de liberté, je pense. Voilà. C'est le truc que je pense. Si tu prends par exemple Hémisphère, je crois, a fini aux alentours des 170% de financement, 168 de mémoire. Ce que je trouve chouette, c'est que là, Olivier, en quelque sorte, ou même Lunart, en fait, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, tu peux t'adresser directement aux joueurs, leur proposer le fruit de ta création, de ta réflexion, et du coup, tu peux donner vie, concrétiser un projet qui aurait eu beaucoup plus de difficultés. On a tous en tête des histoires de grands artistes qui ont été refusés par leur premier éditeur ou leur première maison d'édition, etc. Voilà, et qui ont fini par être des stars internationales reconnues, dont on se demande comment on a pu les refuser au départ. Il y a, moi, c'est ça que j'aime personnellement dans le crowdfunding, c'est cette possibilité. C'est parce que le crowdfunding diminue le risque, c'est aussi con que ça. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Il disparaît même presque, oui. Non, parce que alors après tout dépend comment tu envisages le crowdfunding. Si le crowdfunding c'est ta source unique d'investissement, effectivement là le risque, il y en a assez peu puisque c'est déjà tout vendu, puis voilà quoi. Enfin, voilà. Si par contre alors, il y a tu peux aussi avoir le crowdfunding qui finance aussi une partie de l'impression surnuméraire, c'est-à-dire où tu comptes sur les sous du crowdfunding pour en imprimer plus, pour pouvoir en vendre après. Et il y a aussi le cas d'éditeur, qui est plutôt le cas de Posidonia pour le coup, où le crowdfunding, c'est une sorte de demi... il a un peu le cul entre deux chaises. Tu vois. Il est à la fois éditeur tradi et à la fois il se sert du crowdfunding. Ça permet de diminuer le risque d'avoir de la rentrée d'argent pour pouvoir financer les choses à l'avance. Mais il a aussi du fonds propre qui fait que même si tu fais pas des gros scores, c'est pas grave en fait. Oui, d'autant que Posidonia est un éditeur associatif. Voilà, oui, il est bénévole. Voilà. Non, mais sérieux quand même, parce que voilà. Oui, non, mais c'est pour ça que merci Posidonia. Parce que Posidonia est un éditeur associatif, quoi. Je crois que c'est un cas unique, j'en connais pas d'autres. Si, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, des éditeurs associatifs dans le milieu du jeu de rôle ? Oui, Imperator, c'est le cas. C'est une association montée par Bruno édition, c'est associatif. Antica. Non, attends, Imperator, non, je dis des conneries. C'est Antica 2. La réédition d'Antica, en fait. Alors, dans l'association, il y a un des éditeurs de la première version, mais c'est une association créée par l'auteur du jeu, qui édite la deuxième version du jeu. Mais en effet, Imperator, non, c'était sur JDR Édition, je crois. Oui, après, c'est relativement rare, mais ça peut se trouver. Après, ça doit se faire ailleurs, je suppose. Pardon ? Ça doit se faire ailleurs, à mon avis. Oui, mais dans le domaine du jeu de rôle, jusqu'ici, je connaissais que Posidonia. D'ailleurs, par le biais de Chosen Ones. Les amis, 1h15 d'émission passée.
Non. Mais si. Putain, déjà. Je le dirai tous les quarts d'heure et il aurait la même réaction tous les quarts d'heure. Ah non, c'est que j'ai encore des questions. Émilie, On a perdu. elle avait du mal à trouver des trucs à nous dire et puis elle a expérimenté deux, trois problèmes techniques. Je pense qu'elle m'a fait un petit message pour me dire je suis désolé, je vous laisse parce qu'en fait, voilà, je sers à rien. Ça, ce soir, c'était pas forcément très utile. Du coup, on va pas tarder à s'arrêter parce que voilà, parce que bientôt 1h20 d'émission. Du coup, la parole à nos à nos invités. Donc, de quoi que vous avez envie de nous parler avant qu'on se dise au revoir. Olivier, à toi la parole. De quoi j'ai envie de parler Donnez-nous des sous. L'information importante. Voilà, vas-y, c'est ça. Late pledge. Let's pledge. Non, mais surtout qu'il reste que c'est. Alors, je vais le mettre en commentaire. Juste un truc, il faut savoir que le let's pledge avec Posidonia, ça débloque encore des objectifs. Oups. Là, dans 54 €, il y a un scénario en plus. Voilà, oups. Ah, je vais peut-être remettre des sous alors. Hein. Vas-y, envoie. Ça, c'est super. Voilà, donc du coup, effectivement, c'est le let's play court jusqu'à janvier, donc on est pas. C'est du. Ah, d'accord. Oh, c'est bien. C'est du tranquillou. C'est voilà, on est sur. Voilà quoi. Ok. Et sinon, là, j'ai recommencé un petit peu à faire des parties de démonstration. Donc, faut pas hésiter à venir sur le Discord. Alors, peut-être je peux te mettre parce que je suis pas connecté sur. Bon, laisse tomber. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah bah oui, non, mais bon, allez, c'est normal. Oui, le nerf de la guerre. Voilà. Et donc voilà, on a un Discord. Là, je recommence à. Parce que du coup, on fait tester les scénarios qu'on est en train de faire. Et du coup, on en a 3 qui sont bien avancés là. Et, ça bosse dur. D'accord. Et oui. Alors, j'ai pas, à ce propos, j'ai pas souvenir de la date projetée d'impression, de mise à disposition du jeu, oui, de sortie. Alors, on va faire en sorte que ça sorte pour mai 2021. D'accord. Okay. Printemps 2021. Voilà. Ok. Voilà, fin printemps. Oui. Ok. D'accord. Bien. Voilà. On va s'astiquer les mandibules, sans mauvais jeu de mots. Et merci Olivier, en tout cas. On va attendre ça avec impatience. Christophe, oui. Hein, j'ai l'impression que Wari avait encore plein de questions. Donc. Ah oui, mais non mais il faut là, après on peut se revoir, hein, on peut se faire une autre émission si vous voulez. Voilà. Non, mais même en privé après. D'ici mai prochain, il y a le temps de faire une autre émission sur Hémisphère, hein, si vous voulez les copains. Christophe, on t'écoute. Alors moi de mon côté, j'ai un jeu perso en prod qui sera édité une fois terminé. Dont je t'ai passé quelques images. Ça va apparaître. Ça s'appelle Mancy Mantia, je vous en parle en 2 minutes, vraiment, au top chrono. Ce jeu, il est né, je dirais, d'une insatisfaction que j'avais face aux jeux d'horreur qui existent à l'heure actuelle sur le marché. Bon, j'en ai consommé un certain paquet, maîtrisé aussi beaucoup des jeux de ce genre. Et je voulais un jeu, en fait, où c'est le joueur qui choisit à quel moment il bascule dans la folie et de quelle manière. Donc voilà, j'ai articulé en fait mon idée de départ autour de ça. Donc il est vrai qu'il s'agit vraiment d'un système dédié pour jouer de l'horreur, avec bien évidemment l'opportunité de faire du Lovecraftien si on le souhaite. On peut tout à fait y intégrer les monstres du mythe, y intégrer tout ce qu'on veut. En l'occurrence, les règles sont assez courtes, elles doivent faire environ 25 pages maximum, et il y a l'intégralité des règles. Elles permettent en fait de donner l'opportunité aux joueurs de se dépasser, enfin au personnage de se dépasser à des moments clés de l'intrigue en dérivant vers 5 voies, je dirais, dans les troubles mentaux. Et c'est au joueur en fait de choisir vers quelle voie il veut aller. Alors les voies de mémoire, il y a la peur, la dissociation, la schizophrénie, la psychose, la paranoïa, ce genre de choses. De joyeuseté. Donc voilà, et en fait, plus le joueur va sombrer dans un de ces troubles, plus il a des chances de récolter
une séquelle mentale qui va un petit peu caractériser son personnage. Et puis bon, ça reste quand même au choix du joueur, c'est-à-dire c'est lui qui décide s'il veut que l'action soit plus difficile et donc il assume l'échec éventuel de son action qui peut mener à une blessure ou à la mort, ou si au contraire il accepte de faciliter un peu les choses tout en sombrant un peu dans la folie. Voilà, donc c'est un peu basé là-dessus. On est, comme vous pouvez le voir, sur un jeu qui a pour objet d'être en noir et blanc. Cependant, je n'exclus pas une couverture couleur, un écran de jeu couleur. Ça, on verra. L'écran de jeu, il n'est pas fait. Donc, c'est encore de prod aussi. Et le cœur du jeu, ça va être surtout un recueil de scénarios pour montrer qu'on peut tout à fait utiliser ce système dans différents contextes. Alors, pour le coup, il y a un contexte un peu à la X-Files dans les années 90, avec une ambiance Cthulhu derrière. On a un contexte qui sera futuriste. On en a un autre qui va être en 1889 dans ces eaux-là. En tout cas, en pleine guerre Gaslight, de... Ouais, non, ça c'est fin de guerre de sécession, puisqu'on va jouer aux États-Unis. Et on joue des braqueurs de banque. Enfin, bon, d'accord. en fin de période western, quoi. Donc, il y a ce genre d'ambiance qui y revient aussi. On avait un Dark Age aussi qui est en cours de prépa. Il faut voir où est-ce qu'il en est, mais pour le coup, j'avais sous-traité ce scénario, même si en effet, là, sur ce jeu, je fais les textes, les illustrations et les mises en page. Il y a quelques scénarios que je comptais sous-traiter, histoire d'avoir un petit peu aussi des variétés de propositions. Voilà. Donc, voilà, c'est la proposition que j'ai faite et je me suis trouvé quelqu'un d'intéressé pour l'éditer. Bonne nouvelle. Oui, maintenant il ne reste plus qu'à terminer le projet. Là, à l'heure actuelle, j'en suis à une centaine de pages décrites, mises en page, illustrées. Ah oui, si, j'ai aussi intégré un scénario d'horreur psychologique, histoire de montrer qu'on peut faire de l'horreur sur la psychologie et pas forcément être obligé d'utiliser des leviers Lovecraftiens classiques qu'on peut retrouver un peu partout. Voilà. Donc ce jeu, Mansi Mansia, ce qui signifie la magie de la folie, concrètement, hein. Ce jeu vraiment, là on voit la fiche perso d'ailleurs sur la droite ici, et au centre de la fiche perso vous avez ce pentacle qui est composé en fait d'un dessin, mais avec des cases à cocher qui sont camouflées dans le dessin, et que le joueur va devoir s'amuser à cocher, à comptabiliser pour vérifier à quel moment il dépasse les seuils, à quel moment eh bien, il chope un trouble. Voilà. Et à l'heure actuelle, je le teste sur une campagne. Ça fonctionne assez bien en campagne aussi, parce que finalement il fallait tester un one shot, donc ça faisait longtemps qu'il était testé, mais en campagne ça tourne plutôt pas trop mal, et on est sur l'Orient Express, on a déjà fait 15 scénarios, donc ça tourne, voilà, j'ai envie de dire ça tourne. Là maintenant il n'y a plus qu'à terminer le projet. Il n'y a plus qu'à. Et tu as un rétro-planning, une projection, pas du tout? Eh bien, au départ, j'espérais pouvoir le terminer cet été. Et puis, j'ai pris du retard avec le confinement. Moi, j'ai eu énormément de travail dans le confinement. C'est paradoxal, mais en fait, comme je travaille chez moi, ça n'a pas changé grand-chose. Et je me suis retrouvé un peu submergé. C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. J'ai envie de dire, c'est bien d'avoir du travail. Mais en effet, quand j'ai du travail, par exemple, comme pour Hémisphère, j'ai tendance à mettre ce projet-là de côté, le temps de terminer la commande en cours, avant de me remettre dessus quand j'ai un peu de temps libre. Donc voilà, pour l'instant, il est resté un petit peu de côté, donc on va dire décembre. D'accord, fin d'année, quoi. Ouais. Je dis ça un peu à la louche, mais on va dire décembre. J'espère que décembre, j'aurai terminé. Voilà. Bon, les amis, 1h25, le temps de se dire au revoir, le temps que je parle d'un petit peu ce qui va se passer au mois de juillet. Ah, pardon, Olivier, vas-y. Juste un truc, parce que j'ai promis que je répondrais à une question. Merci alors, Olivier. J'attendais que Joël ait fini. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais non, les Atridans et les humains ne peuvent pas se reproduire entre eux. Très bien. Ok, merci. Tant mieux pour eux. Très bonne mémoire, merci. Bon. Eh oui, les espèces, non, il n'y a pas de génome suffisamment. Non, c'est pas possible. Ça aurait été compliqué, c'est pour ça que je me pose cette question. Il y a des problèmes physiologiques de reproduction aussi. Voilà, les appareils ne sont pas compatibles non plus, déjà. Voilà, phénotypique, ça marche pas. C'est pas foutu pareil. Et puis l'esprit aussi, hein, l'esprit quand même, il y a pas de différence sur les. Il y a ça aussi, ouais. C'est-à-dire que ça risquerait de donner une coquille vide en plus. Bon, mais bon, non, mais c'est pas. Ça ne rien. Du coup, ça marche pas. Ça marche juste. Ça ne marche pas du tout.
Voilà. Bon, on fera d'autres expériences et on vous demandera votre avis dans Hémisphère. Bon, les amis, merci beaucoup. 1h30 Ouais, merci. bientôt. Merci Olivier, merci Christophe d'avoir accepté de De rien. passer la soirée avec Un nous. plaisir. Voilà, l'émission c'est à votre disposition. Il vous suffira de la récupérer. Je peux même vous la donner en vidéo séparée si vous voulez après. Elle va rester sur Twitch, elle va se retrouver sur YouTube. Sur Twitch, elle y reste qu'une semaine. Sur YouTube, après, elle y sera ad vitam. Ah oui, non, voilà. Voilà, donc oui, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, en ce moment, on a un souci avec YouTube qui est très 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 regardant sur les droits et qui des fois, par défaut, bloque en fait des retransmissions. Et on a eu un petit souci sur 2 émissions où on n'a pas pu retransmettre directement sur YouTube. Donc là, ce que je fais, c'est que quand on se dit au revoir, je télécharge le fichier vidéo et puis je le mettrai mécaniquement, moi, avec mes petites mimines, sur YouTube juste après. La semaine prochaine, pardon, merci Wari, merci mon ami, d'avoir à ce point animé l'émission ce soir. J'espère que tu n'es pas trop frustré de la montagne de questions qui te restent là sous le coude. Là, je les vois qui dépassent. Non, on va discuter un petit peu après encore. Il nous reste 75. Donc, la semaine prochaine, c'est une émission très particulière qui m'attend. Il va falloir que je sois... oulala, j'ai la pression parce qu'il s'agit de vous présenter un festival dont je suis partenaire et dont mon association, la Nef des Premiers Hommes, est partenaire depuis 5 ans. Il s'agit du Festival de l'Imaginaire du Pays d'Aix, donc on parle du Sud, hein, à Lambesc, en Provence. C'est un petit festival littéraire tourné vers la littérature jeunesse. Nous y sommes une association steampunk intervenante et la semaine prochaine, donc, comme tous les 2e dimanches de chaque mois, puisque c'est ainsi qu'on a dessiné le planning, nous allons parler de cet événement geek là, parce que oui, c'est la littérature jeunesse, donc c'est de la littérature fantastique et il y a des auteurs, il y a des auteurs qui portent des noms, qui parlent à tout le monde, qui participent à ce festival. Il y a quelqu'un que je suis très fier d'appeler mon ami, qui se trouve être Jean-Luc Bizien, qui est présent sur ce festival. Et il y a 31 ans, Jean-Luc Bizien écrivait Hurlement. Voilà, il y a une rumeur comme quoi peut-être il est en train de travailler. Attention. Voilà. De toute façon, si ça arrive, on en reparlera, puisque j'espère bien qu'il va venir dans l'émission pour en parler. Il y a aussi Cécile Duquesne qui est très tournée vers la jeunesse et qui fait du steampunk, mais pas seulement, elle fait aussi de l'horreur et puis plein d'autres choses. Elle fait aussi de la dystopie et du post-apocalyptique. Des auteurs, j'ai la liste en tête, mais je vais m'arrêter là. Les amis organisateurs, Marie-Pauline et Georges, ainsi que Vincent, qui se trouve être le reporter sur Festival, qui apporte le son et nous a interviewé les auteurs et les intervenants de l'année dernière. On trouve ces podcasts sur le site, sur la page YouTube et la page Facebook du festival. La semaine prochaine, donc, on parlera du Festival de l'Imaginaire avec ces 3 invités-là. Et puis, on verra qui vient chroniquer avec moi. Parce que là ça va se bousculer. Je pense que, parce que c'est un festival où pratiquement tous nos chroniqueurs sont allés faire un tour un jour. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait la semaine prochaine. La semaine d'après, j'ai mes super copains de pas loin ici encore aussi, juste là, de ce côté-là à Marseille, qui ont fait Gobelins qui s'en dédie, et le 19, on fait une émission sur Gobelins qui s'en dédie, un autre crowdfunding réussi récemment. Voilà, et puis après, vous verrez bien. De toute façon, je vous en parlerai à chaque fois. Je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Merci encore d'avoir été avec nous pour cette émission sur Hémisphère. Et à tout de suite en backstage, ne partez pas. À vous autres qui nous avez regardé ce soir, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup et merci à bientôt. Vos questions et vos interventions dans les commentaires. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.